Madame, Monsieur, bonsoir. Nous vous savons gré de rester toujours fidèle à ITV. Voici tout de suite la colonne vertébrale de ce journal. L'État a totalement desserré l'étau au sujet du transport interurbain. Dès la semaine prochaine, on pourra aller et venir dans le pays comme bon nous semble et le ministre a reçu des instructions dans ce sens. Le député Seydina Fall Dibou Ghazali sort de prison après 8 mois d'incarcération à la prison civile de Rebeuss. Il fut inculpé fin 2019 pour faux monnayage et association de malfaiteurs. Il bénéficie aujourd'hui d'une liberté provisoire. Il n'y a plus d'échange d'amabilité sur le front politique. Le comité de la Renaissance démocratique attaque les 2 décrets présidentiels qui ont institué la présidence d'honneur au Conseil économique, social et environnemental. Un recours en annulation a été déposé auprès de la Cour suprême. Nuit bleue hier dans la ville sainte de Touba Mbaké où des manifestants avaient violemment exprimé leur colère face à la dure réalité de l'état d'urgence. Le khalife général a pris la parole et exigé l'apaisement, le temps d'analyser la situation et d'y voir plus clair. Et aujourd'hui, le CEDEPS, le patronat des journalistes, a condamné l'attaque d'une station radio. Et puis les graines de l'espoir dans la vallée de l'Anambé où l'on s'attend à des productions records dans le cadre du programme d'autosuffisance alimentaire qui ne peut plus être dans ce contexte et de nos jours qu'un simple slogan frappé de vacuité. Le développement de la titraille dans un instant. On vous l'a dit donc, c'est une décision et un verdict d'apaisement. L'État va dès la semaine prochaine desserrer totalement l'étau concernant le transport interurbain dès la semaine prochaine. Donc, et le président de la République a donné instruction au ministre de tutelle de recevoir et de discuter avec les transporteurs sur les modalités de préparation du desserrement de l'étau. Information très importante donc pour les transporteurs sénégalais. La liberté pour Seydina Fall Boughazali, nous y reviendrons tout à l'heure ici. Voilà, la liberté donc pour Seydina Fall Boughazali, libération provisoire selon les termes officiels. Le parquet a accédé à la demande de mise en liberté introduite par ses conseils. Et l'un des conseils avocats et maître El Ajouf qui a donné l'information. Seydina Fall a été inculpé le 22 novembre 2019 pour association de malfaiteurs et trafic de faux billets. On vous l'a dit, la ville sainte de Touba a été hier le théâtre de manifestations inédites pour s'opposer au couvre-feu ainsi que toutes les mesures de restriction devenues insupportables un peu partout dans le pays. Le saint-homme de Touba, le khalife général des Mourides de Serigne Mountakha Bassirou Mbacké, a dû intervenir pour apaiser et en appeler à la retenue et au sang-froid parce que le mouridisme, a-t-il dit, est incompatible avec la violence. Et il a dit également que la cause des débordements sera analysée pour voir les solutions à y apporter. Et autre chose, la station RFM de Mbaké a été attaquée et détruite lors de ces violences. Le CEDEPS est monté au créneau. Conseil des diffuseurs et éditeurs de presse a dénoncé une atteinte à la liberté de la presse et d'opinion. Rien ne peut expliquer ni justifier de tels comportements selon le patronat de la presse. À présent, l'actualité de Barthélémy Diaz qui également défraie la chronique. Il a été convoqué aujourd'hui dans un commissariat de police ici à Dakar. On va entendre les explications qu'il donne par rapport à cette convocation. Ce n'est que de la diversion, c'est de la provocation. Parce qu'on parle de 4000 mètres carrés, on parle d'une assiette foncière qui vaut 4 milliards.
On me convoque ici, soi-disant, pour vol de téléphone portable et pour violence exercée sur des employés de la société certaine. C'est de la diversion. Je reviens à ce que j'ai dit. Le domaine public maritime, il est inaliénable. Ça doit être clair. La commune de Mermoz-Sacré-Cœur prendra des dispositions dans ce sens. Nous ne validerons pas ce projet-là, il n'en est pas question. Je rappelle que nous sommes en face d'une association de malfaiteurs. Et je rappelle aussi que les conseils juridiques de la commune de Mermoz-Sacré-Cœur porteront plainte contre tous les fonctionnaires de l'État du Sénégal qui sont permis de verser dans ce dossier en faisant du faux. Je rappelle que personne dans ce pays ne peut brandir un titre foncier sur le domaine public maritime de surcroît sans aucune mise en valeur. C'est une association de malfaiteurs à la tête de laquelle se trouvent de hauts fonctionnaires de l'État du Sénégal. Et faites-moi confiance, la récréation est terminée à Mermoz-Sacré-Cœur. Nous nous battrons et nous nous battrons avec toutes les populations pour la sauvegarde du littoral. Nous n'accepterons pas le pillage de notre littoral et nous nous battrons aussi pour les générations futures, Inch'Allah. Le Congrès de la Renaissance démocratique, ce sont des partis politiques, mais également des mouvements citoyens qui viennent de déposer un recours en annulation auprès de la Cour suprême ici au Sénégal pour s'attaquer contre les décrets présidentiels qui portent sur la présidence d'honneur au Conseil économique, social et environnemental. On va écouter les explications de Mamadou Lamine Diallo là-dessus. En vertu des droits et devoirs que donne la Constitution de ce pays, le CRD se réserve le droit de mobiliser toutes les ressources juridiques et politiques nécessaires pour clarifier et éclaircir cette affaire qui a les allures d'un scandale d'État. Il s'agit premièrement, d'un recours en annulation contre le décret 2020-964 du 17 avril 2020 qui institue un honoraria pour les anciens présidents du CSE et circulant en deux versions distinctes, non publiées au journal officiel pour illégalité manifeste. Deuxièmement, d'un recours en annulation contre le décret 2020-976 du 21 avril 2020 accordant le statut de président honoraire à un ancien président du Conseil économique, social et environnemental pour illégalité manifeste. Troisièmement, d'une requête en référé, mesure utile conservatoire à propos du décret 2020-964 du 17 avril 2020 qui institue un honoraria pour les anciens présidents du CSE et circulant en deux versions distinctes non publiées au journal officiel. Et dans cette actualité, il y a une grosse polémique qui concerne les chiffres de la maladie du coronavirus ici à Dakar. Le directeur du SAMU ici au Sénégal a parlé de quelques 15 000 cas dans Dakar, ce qui a été démenti rapidement par les autorités. On va écouter le démenti, bien sûr, du directeur de la prévention ici au Sénégal. Les chiffres, je pense que ceux qui avancent les chiffres n'ont qu'à dire quels chiffres ils ont avancés et sur quelle base. Nous savons que nous travaillons depuis et que nous publions de manière quotidienne ce que nous avons. Par rapport aux projections, s'il y a des gens qui ont projeté également, bon, ils les assument. En ce qui nous concerne, ce qui est important pour nous, en ce qui nous concerne, c'est que nous suivons pratiquement l'évolution de l'épidémie sur le Sénégal. Nous savons aujourd'hui que l'ensemble des régions sont atteintes, que pratiquement près de 40 districts sont atteints, que pratiquement la région de Dakar concentre pratiquement plus de pratiquement l'essentiel de l'ensemble des districts de Dakar sont atteints. Aucun district n'est en exception. Et que parmi les districts qui sont atteints également, il n'y a que au niveau du département de Dakar seulement où l'ensemble des cas, pratiquement près de 80% des cas sont concentrés. Voilà donc un certain nombre de projections qu'il faut faire. Il faut savoir également que dans le cadre de cette lutte, il faudra axer la lutte sur toutes les régions du Sénégal, sur tous les districts du Sénégal, mais se concentrer aujourd'hui sur le département de Dakar qui, à lui seul, concentre l'essentiel des cas. Et nous restons à Dakar où les activités d'immatriculation des véhicules ont repris, de même que
les contrôles techniques, mais nous sommes rendus sur les lieux de ces opérations qui se montrent aujourd'hui relativement fantomatiques. Reportage d'Oussama Monique Sagna ainsi que Babacar Ndiaye. Depuis hier, les services de mutation, d'enrôlement, de contrôle technique et de retrait des permis de conduire ont repris au service des mines de Hann. Cela avec toute une batterie de mesures. C'est d'abord qu'on va traiter les dossiers en instance. Donc on ne va pas s'engager sur de nouveaux dossiers qui va peut-être ramener les gens au niveau de notre service. En plus de cela, on a l'ensemble du dispositif de lavage des mains, des thermoflash à l'entrée, des gants et des masques. Donc on suit tout juste les gestes barrières, c'est la distanciation sociale, le lavage des mains, l'utilisation du gel hydroalcoolique et le thermoflash pour mesurer la température des usagers qui viennent ici. Si tout est OK, on vous fait rentrer au niveau de nos locaux pour récupérer votre permis ou faire d'autres activités. Le mot d'ordre est clair, assurer la continuité du service sans créer des rassemblements. Cela passe par la limitation du nombre et la prise de rendez-vous obligatoire. Et vous voyez qu'il n'y a pas vraiment un regroupement de personnes qui est formellement interdit dans cette période de pandémie. Pour la délivrance, on prend un nombre de 75 permis à délivrer par jour, mais de manière dynamique. On n'attend pas le regroupement des gens pour leur délivrer leur permis. En moyenne, aujourd'hui, on fait 100 véhicules par jour. Donc, à partir de la semaine prochaine, tous les usagers qui désirent passer au contrôle technique vont appeler au centre d'appel qui existait avant. Sauf que actuellement, avec cette pandémie-là, on va y aller d'une manière graduelle. Ça veut dire quoi? Avant la pandémie, on recevait journalièrement 1200 véhicules par jour. Donc à partir de la semaine prochaine, on va gérer que 300 véhicules par jour. Une capacité d'accueil de 300 véhicules par jour sur une plage d'horaire de 8h à 17h. La reprise fait le bonheur des usagers, à l'instar de Babacar qui attendait son permis de conduire depuis mars. Bon, maintenant, le dossier est en attente depuis le 11 mars. J'avais un dossier qui était en attente ici depuis le 11 février. Avec la situation, on ne pouvait pas venir pour récupérer tout dossier qui était déposé ici. C'est entre-temps que j'ai appris que la situation s'était décantée et que j'ai pu revenir pour récupérer mon dossier. Mais c'est quelque chose que l'on attendait vivement. Après cela, oui. Conformément à la décision du chef de l'État d'interdire tout regroupement dans le cadre de la lutte contre la Covid-19, le ministre des Transports terrestres et du désenclavement avait instruit la suspension des activités d'immatriculation, de mutation, de contrôle technique, d'enrôlement pour le permis de conduire depuis le 24 mars sur l'ensemble du territoire national. On va parler des masques de protection à présent. C'est l'étoffe à la mode dans ce contexte de coronavirus. Et le port autonome de Dakar vient d'en remettre 50 000 à la préfecture de Dakar ainsi qu'au ministère de la Famille. Compte rendu Omar Khan. C'est à sa manière que le directeur général du port autonome de Dakar a demandé à la population du département de porter des masques. Un lot de 50 000 masques remis au préfet du département de Dakar et au ministère de la Femme pour stopper la propagation du virus à Dakar, aujourd'hui épicentre de la maladie. Parce que si on ne le stoppe pas, c'est l'économie du pays qui est affectée, c'est le port qui sera affecté et le port c'est le poumon. Et on sait l'analogie, hein, le virus il attaque aussi les poumons. Donc, on ne peut pas laisser ces cas se présenter. Parce que le moyen le plus sûr, le moyen le plus efficace que nous avons, c'est le masque. Hein. Donc la distanciation sociale ou physique ne requiert pas donc des moyens particuliers. Et là, c'est une question de discipline. Mais le port du masque, il doit être obligatoire et il est efficace. Et tout le monde, les scientifiques l'ont prouvé. Donc il n'y a pas encore à tergiverser là-dessus. Mais pour le porter, il faut l'avoir. Et c'est pour ça que donc, le port est là et le port sera toujours. S'il n'y en a pas assez, on en fera davantage. Cette année,
le port ne regarde pas sur les charges en ce qui concerne la bataille contre ce virus. Un don très important pour rompre la chaîne de contamination dans le département, a dit le préfet, qui n'a pas manqué de saluer l'initiative du port autonome de Dakar. Après 2 mois de lutte, les gens ont compris que nous ne pouvons que vivre avec le Covid. Mais vivre avec le Covid ne signifie pas baisser les bras. Ça signifie faire en sorte que ce qui nous permet de pouvoir poursuivre les activités économiques au Sénégal, de pouvoir poursuivre les autres activités de manière générale, puisse être fait tout en respectant tout simplement ce qu'il est convenu d'appeler les gestes barrières. Et pour cela, le port de masque est l'un des éléments, en tout cas les spécialistes l'ODU, les plus efficaces en termes de protection pour permettre de rompre la chaîne de contamination. Aujourd'hui, l'apport de Michel, directeur du général du port, est extrêmement important. Il s'agit de 50 000 masques qui ont été injectés dans les communautés. Dakar abrite 73% des cas. Perdre la main dans la capitale, c'est perdre une bataille qui nous fait perdre la guerre, a dit le ministre de la Santé. Un message bien reçu au port de Dakar. Et un peu d'ouverture avec l'actualité internationale avant que de revenir à la maison. C'est un peu de l'autoflagellation. L'ambassade des États-Unis au Sénégal et en Guinée-Bissau a publié aujourd'hui une déclaration pour s'émouvoir et marquer son trouble suite à l'assassinat de George Floyd à Minneapolis le 25 mai dernier. Les images de la mort de Floyd ont choqué l'Amérique et tous les habitants du monde entier, a reconnu l'ambassade américaine à Dakar. Et puis le yo-yo de l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, à propos de l'hydroxychloroquine. Après avoir décidé de l'enlever de la liste des essais cliniques, l'OMS s'est dédié ce jour en estimant qu'à la lumière des données, il n'y a plus de raison de modifier le protocole des essais cliniques, reprise des essais donc cliniques sur l'hydroxychloroquine par l'OMS. Et enfin, la résurgence de la fièvre hémorragique Ebola à RD Congo. Le pouvoir congolais l'a reconnu officiellement ce lundi 1er juin. C'est la 11e fois que cette épidémie survient là-bas et le foyer est localisé dans le nord-ouest du pays. Mais il y a en quelque sorte de la double peine puisqu'à l'est, il y a toujours une épidémie qui a déjà fait plus de 2200 morts. Et nous bouclons cette édition avec la vallée de l'Anambé qui porte, on l'a dit, la promesse des fleurs avec une production record en vue sur 600 hectares qui ont été emblavés là-bas. Reportage Seydou Diata. 600 hectares exploités. C'est inédit dans l'histoire de la culture de contre-saison dans ce bassin de Anambé. Une performance pour une production record en vue rendue possible grâce aux efforts consentis par l'État du Sénégal à travers la forte mécanisation du secteur pour matérialiser le programme national de l'autosuffisance en riz. Nous sommes allés en contre-saison sur 600 hectares cette année et effectivement pour pouvoir cette année accompagner le programme d'autosuffisance en riz, surtout dans ce programme de riposte Covid-19. Donc c'est tout le sens de cette organisation de contre-saison de 2020 qui aujourd'hui, sans nul doute, va permettre aussi à la population d'avoir suffisamment de riz pour la consommation. Parce qu'il est évident qu'on ne peut pas continuer à chaque fois à importer du riz pour la population. L'État a fait d'énormes efforts en termes de mécanisation agricole. Il y a eu des tracteurs. Avant, il y a de cela 4 ans ou 5 ans, il n'y avait pas le nombre de tracteurs qui existent ici, qui existent actuellement. Aujourd'hui, on est presque à plus d'une cinquantaine de tracteurs du bassin et en dehors du bassin, et partout presque. L'État a mis des tracteurs. Beaucoup de parcelles sont arrivées à maturité, mais aucun engin adapté aux réalités du terrain n'est disponible pour la moisson. L'État du Sénégal, avec le ministère de l'Agriculture, nous ont aidés à avoir le matériel agricole. Mais les tracteurs qui sont là, c'est des tracteurs qui sont moins de 100 chevaux.
Nous avons beaucoup de machines, machallah, vraiment nous les remercions, mais les machines à chenilles qui peuvent entrer dans la boue, récolter nos parcelles, il n'y en a pas. On n'a que des pneumatiques très lourds qui te font plus de 40 tonnes. Donc si ça entre dans une parcelle, elle va passer là-bas l'hivernage. Si les chenilles ne viennent pas, vous avez vu le climat aujourd'hui, il peut tomber 40 mm. S'il tombe 40 mm, toutes ces parcelles risquent d'être perdues. Il faut qu'ils nous envoient rapidement les machines à chenilles, si elles sont disponibles au Sénégal. L'année dernière, on a perdu plus de 100 hectares. Donc si aujourd'hui, la contre-saison que nous avons nous-mêmes financée, on la perd, où nous allons partir? C'est extrêmement grave. Entre autres difficultés auxquelles les producteurs font face, la divagation des animaux et l'évasion des oiseaux granivores. C'est vraiment un problème. Et imaginez si les enfants reprennent le chemin de l'école. Nous serons obligés de passer la journée ici pour sauver nos récoltes. On ne peut pas comprendre que l'ADPV soit là à Kolda. Pendant 10 jours, il ne peut pas avoir notre mission pour venir dans le bassin. Ce qu'on nous demande, c'est qu'on ait une antenne de l'ADPV dans le bassin de la Nane. Qu'on détache une antenne en permanence ici, que la Sodagri s'occupe d'organiser le travail. Vraiment, sinon, nous travaillons toujours 2 pas en avant, 1 pas en arrière. Ce n'est pas bon. Le ciel menace d'ouvrir ses vannes à tout moment, alors que la moissonneuse à chenilles n'est toujours pas disponible. Si l'on parvient à sauver la production, le risque de chevauchement avec la campagne en hivernage reste élevé. Voilà, la nature, ça fait du bien dans ce contexte quelque peu étouffant. Et d'ailleurs, les Sénégalais pourront voyager et se déplacer dans le pays dès la semaine prochaine. Nous rendons les clés totalement à Khalifa Diakhaté. Bonsoir Khalifa.